Chers spéculateurs, bonjour. Alors la semaine dernière, je vous ai pas parlé de Bitcoin. Je pensais que c'était clair dans la tête de toute la communauté qu'on était dans un scénario baissier sur le Bitcoin. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de réactions et de retours par rapport à ça. Donc je reprends et je vais le faire de manière hebdomadaire tous les samedis matins. Vous aurez votre analyse sur le Bitcoin. Comme ça, au moins, ce sera plus sécurisant pour vous. Donc cette semaine, on va parler du Bitcoin, des deux scénarios potentiels, de celui qui est toujours en force et vous le savez, il est à la baisse. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas toujours s'attendre à un retournement de tendance sur le Bitcoin. Donc je vais vous expliquer exactement quoi surveiller et à quel moment entrer en position. On va parler aussi de la situation des indices boursiers à l'international. Je vais vous présenter 3 cas pratiques de trades. C'est des trades qui sont assez intéressants à prendre sur des comptes de bourse classiques, puisque c'est sur des actions. Et surtout, juste avant de commencer cette vidéo, je vous recommande d'aller regarder une vidéo que j'ai publiée cette semaine qui s'appelle « Je conseille un gagnant du loto pour investir en bourse ». Cette vidéo dure 40-50 minutes, j'ai fait plein de tests, je vous explique, vraiment, c'est une pépite cette vidéo, ne la loupez pas. Le lien est en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et vous verrez, vous n'allez pas le regretter, ça fait partie vraiment des pépites de cette année. Allez, c'est parti pour la vidéo de cette semaine. Analyse du Bitcoin. La semaine dernière, je n'ai pas fait d'analyse du Bitcoin parce que tout simplement rien n'avait changé par rapport au scénario qui est le même depuis début décembre. Depuis ici, je vous dis, là, c'est craignos pour le Bitcoin. Ensuite, on a eu, boum, une première pattern, ce qu'on appelle un Dead Cat Bounce, là, qui a été validé. Donc là, c'était en mode crack, en mode marché baissier. On était parti pour un marché baissier ici sur le Bitcoin, en tout cas une très très grosse correction. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un rebond sur le Bitcoin. Là, à partir de ce moment-là, on pouvait espérer que le Bitcoin ait trouvé son point bas et que là, les cours se contractent et qu'on casse par le haut. Vous voyez le pivot là qui avait été tapé ici, ici et ici. Il nous donnait un bon niveau d'entrée en position si la prochaine fois il était cassé à la hausse. L'histoire, c'est que boum, on a cassé par le bas. Donc à nouveau, nouvelle situation de panique potentielle sur le Bitcoin. Ça veut dire que la psychologie est à nouveau repassée à la vente forte. Et donc quand on est une psychologie à la panique, ça peut déboucher sur un crack boursier sur le Bitcoin. Donc on est toujours en situation de danger sur le Bitcoin. Pour le moment, il n'y a pas de retournement de marché sur le Bitcoin. Alors, voilà, le scénario en force. Le scénario en force, c'est toujours celui de la ligne rouge ici. Donc, bien sûr, quand les cours baissent, ils ne baissent pas en ligne droite. Ça fluctue, ça respire. Mais quoi qu'il en soit, on est toujours dans un scénario baissier. C'est vraiment celui qui est en force actuellement dans la psychologie des intervenants sur cette crypto-monnaie. Après, le scénario optimiste, et pour le moment on en est très loin, rien n'est dessiné, eh bien ce serait tout simplement que les cours du Bitcoin, à partir des niveaux actuels, autour des 4700 euros, 5600 euros, ils viennent rebondir, ils viennent chercher la zone de pivot, ils commencent à travailler la zone de pivot, donc ils viennent taper plusieurs fois. Il faut que les cours se contractent et ensuite, boum, on casse par le haut. Et seulement à ce moment-là, on pourra se dire « Ok, on a un retournement de tendance sur le Bitcoin ». Et cette cassure vers le haut nous prouve que c'est le moment où les investisseurs sont passés d'une psychologie négative à une psychologie positive. Et c'est seulement et uniquement à ce moment-là qu'on pourra prendre position. Vous voyez que là, pour le moment, il y a pas mal de chemin à parcourir. Là, on est toujours en scénario baissier. Il faudrait que ça rebondisse depuis les niveaux actuels et qu'on vienne bien travailler le pivot et surtout que les cours commencent à se contracter, que l'amplitude des cours, elle diminue, qu'on a un consensus autour des prix qui soit vraiment stabilisé et qui soit entre deux bornes très serré sur le Bitcoin et qu'ensuite on ait notre cassure haussière pour que l'on puisse prendre position à la hausse et qu'on puisse charger sur le Bitcoin. Pour le moment, on en est encore très très loin, mais voilà, le scénario n'est pas du tout à écarter. On verra ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Mais voilà, à mon sens, ce n'est pas un scénario qui peut se réaliser avant la fin du mois de mai. Et en tout cas, pour le moment, on est toujours dans un scénario privilégié qui est à la baisse. Donc, au vu des commentaires et des emails, des réactions, des retours que j'ai eus la semaine dernière, parce que je n'avais pas fait d'analyse du Bitcoin, puisque pour moi c'était évident, on est toujours dans la même phase, dans la même séquence baissière, et tout le monde me disait mais qu'est-ce qui se passe Cédric, tu nous parles plus de Bitcoin. Donc pour moi c'était normal que ma vision du Bitcoin soit la même pour tout le monde, puisque ça fait des mois et des mois que je parle de la même vision du Bitcoin. Il y a certains qui ont paniqué en se disant mais pourquoi ils nous parlent plus du Bitcoin. Donc
Ok, à partir de cette semaine, j'en parlerai toutes les semaines, toute l'année. On va parler du Bitcoin, du Bitcoin, du Bitcoin. Même si c'est juste un actif parmi tant d'autres et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire sur d'autres actifs financiers. Le Bitcoin, c'est vrai que il a vraiment tous les projecteurs qui sont orientés sur lui. Et donc, je comprends que pour les spéculateurs, voilà, avoir une petite analyse du Bitcoin, c'est quelque chose qui peut être sympa tous les samedis matins. Allez, c'est parti pour l'analyse du sentiment de marché sur les bourses européennes et américaines. Donc, une barre est égale à une barre de cotation en hebdomadaire. Je vous rappelle que c'est le week-end de Pâques, donc du coup le vendredi et le lundi c'est férié sur les places européennes et je crois que sur les places américaines le lundi aussi est férié. Je ne suis pas certain, faut juste que je vérifie sur le calendrier. Bref, voilà. Alors on n'a absolument rien à changer hein, de là. Je pense que ça, on va passer pas mal de semaines dans cette zone de range là tant qu'on n'aura pas une cassure par le bas ou en tout cas une cassure par le haut. Hein. Je vous rappelle une cassure par le bas de cette borne là, ça implique une correction assez bear, hein, une correction assez violente, voire le début d'un marché baissier. Et une cassure par le haut, ça implique un nouveau marché aussi, un bull market. Et tant qu'on est entre les deux bornes, eh bien c'est un range. Et dans un range, comment est-ce que l'on fait nos analyses? Eh bien quand on est sur le support, on anticipe un rebond. Et quand on est sur la résistance, on anticipe une chute. Donc tout simplement, là on est sur le support, donc on anticipe voilà, un rebond. Et quand on sera, si on arrive à ce niveau-là, sur les plus hauts, on anticipera une chute. Donc voilà, pour le moment, le scénario à privilégier, c'est celui-ci. C'est tout simplement un rebond dans ce range. Donc ça, c'est pour le CAC, petite et moyenne capitalisation. On va aller voir maintenant le CAC 40 avec dividende brut réinvesti. Vous voyez que c'est exactement le même schéma. On est dans un range au-dessus de la borne haute bull market. En dessous de la borne basse, c'est correction ou bear market, hein, marché baissier. Et tant qu'on est entre les deux bornes, eh bien, on est dans un range. Donc là, on anticipe tout simplement un rebond. Voilà. Là, à noter qu'on a un petit triangle chartiste qui est en train de se mettre en place et que si on casse par le bas, eh bien, on aura probablement une accélération baissière vers le prochain support. Ensuite, on va aller voir le DAX, donc l'indice allemand, pour bien finaliser notre analyse du comportement, de la psychologie des investisseurs sur les indices boursiers. Je vous le répète hein, de manière régulière, mais nous, on ne traite pas les indices en direct. Cette analyse que je fais, c'est simplement pour avoir une vision globale de comment sont les marchés, dans quel état sont les marchés. Est-ce que les marchés sont ultra optimistes et on va avoir plein de belles opportunités. Il faut être un petit peu plus agressif sur son money management vis-à-vis des opportunités qui nous sont retournées sur nos screeners. Ou est-ce que les marchés sont en range comme actuellement, auquel cas nos screeners vont nous délivrer moins d'opportunités et sur le peu d'opportunités que nos screeners vont nous délivrer, il va falloir opter pour un money management qui soit plus défensif. Pourquoi? Parce que quand on va prendre un trade, l'espérance de gain sera moins importante, c'est-à-dire que l'amplitude de hausse du trade qu'on va prendre, il sera moins significatif que pendant un marché haussier. Hein. Là, on est dans une situation de range, donc les espérances mathématiques de gains sont moins importantes et on a un peu moins de facilité à atteindre le R1. Et le R1, c'est ce qui nous permet d'avoir un trade gratuit. Donc sur le DAX, c'est exactement pareil. On est en situation de range. On a le support ici qui a été travaillé cette semaine. On anticipe un rebond. Donc vous voyez, voilà, rien n'a changé depuis plusieurs semaines. Maintenant sur le marché américain, c'est pareil. La situation est un petit peu plus belle, plus propre. Pourquoi? Parce qu'on évolue toujours à proximité des plus hauts historiques. Donc là, on a ce range. Voilà, on attend une cassure par le haut ou par le bas. On espère par le haut pour avoir une nouvelle vague haussière très très forte sur le Nasdaq notamment. Et sur le SP500 qui est l'indice le plus suivi par tous les gérants de portefeuille du monde entier, tous les fonds institutionnels et de manière générale hein, par tous les boursicoteurs, hein, par tous les investisseurs en bourse. Eh bien, la situation est assez proche hein, du Nasdaq. On est dans une stabilisation au sein d'une forte tendance haussière. Donc voilà, la dynamique de fond est toujours très 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 haussière sur le SP500. Donc si on a une cassure par le haut là, de ce range, nouveau bull market. Là pour le moment, on est toujours dans ce range. Donc vous voyez qu'on est sur un range aux États-Unis, en Europe. Donc la situation est très très claire vis-à-vis de notre money management. On trade avec le bas de notre échelle de money management. Voilà à quoi sert cette fameuse analyse des indices boursiers que je fais
tous les samedis matins. Allez, cette semaine, 3 cas pratiques assez rapides. Première action, CDNA. Vous le voyez en haut à gauche, vous avez le ticker à les côtés sur le Nasdaq. Donc c'est une action, regardez, elle est en mode recovery. Qu'est-ce que c'est qu'une recovery? C'est tout simplement une action qui vient d'un marché baissier qui nous dessine une large base, qui s'extirpe de cette large base pour dessiner un nouveau marché haussier. Donc vous voyez que là, depuis septembre de l'année dernière, hein, on est entré dans un nouveau marché haussier. Là, on a une pattern qui est assez propre. C'est entre la tasse et anse. Vous voyez, ça dessine une petite tasse comme ça et une petite anse et la taille de base. Pourquoi? Tout simplement parce que l'amplitude de la tasse ici, elle est tellement serrée que cette pattern-là, hein, je vais vous la mettre comme ça. Cette pattern, elle ressemble vraiment à une taille de base. Donc, c'est une taille de base avec une forme de tasse et anse. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est pas de mettre un nom exact sur la pattern, c'est d'identifier un comportement qui est très propre. Donc, dans l'idéal, cette pattern, il aurait fallu qu'elle soit dessinée sur les plus hauts, comme ceci, avec notamment voilà, le pivot à ces niveaux-là. Elle a été dessinée un petit peu plus bas, c'est normal, on est entré dans une situation de range, donc il y a eu un petit peu de perturbation récemment. Quoi qu'il en soit, vous voyez que là, on a les volumes qui sont arrivés juste ici avant le breakout. On a eu la première tentative de breakout sans vraiment de gros volumes, mais la validation du breakout avec des volumes extraordinaires ici. Donc là, vraiment, on avait une zone de prise de position qui était très, très intéressante. Voilà, c'est un cas assez classique, c'est du swing trading en daily et c'était sur le Nasdaq. Ensuite, on va aller voir du côté de Euronext Paris. Donc, j'ai que 3 actions à vous présenter cette semaine. Donc, c'est SAVE. Donc, cette action, elle est ancrée dans un beau marché haussier. Donc, on va tracer un petit peu les canaux. Vous voyez que ça s'accélère comme ça. On a ce qu'on appelle un mouvement qui dessine une parabole. Donc, ça, c'est grâce à on avait cette pattern en hebdo. La rupture ici, et là on a une belle tendance haussière, là on a une stabilisation donc, des cours de bourse au sein d'une belle petite pattern, donc c'est une tasse avec une anse, vous voyez ici l'anse elle est bien serrée sur le pivot, et là on a la cassure avec les volumes, donc ça c'est du trade en hebdomadaire. Bien sûr, quand on a ça, il faut toujours systématiquement aller vérifier et valider sur du journalier que les volumes sont bien présents, que le breakout il a été lancé avec des volumes qui sont vraiment insistants. Là, ce n'est pas forcément le cas. Les volumes sont arrivés avant, mais pas pendant le breakout. Donc, ça signifie que ça manque un petit peu de liquidité ou en tout cas un petit peu de motivation de la part des acheteurs. Donc voilà, typiquement quand on a un petit compte, on peut se permettre de prendre position plus facilement que quand on a un gros compte. Quand on a un gros compte de bourse, c'est-à-dire qu'on impacte davantage les prix. Quand on entre en position, quand on achète, c'est nous qui faisons plus le marché et quand on vend aussi que quand on a un petit compte. Donc là, idéalement, quand on voit cette baisse de volume et de liquidité, il faut un petit peu attendre. On va attendre après le week-end de Pâques, voir si en évoluant, si les cours restent sur les mêmes niveaux, donc à proximité du pivot, ce qui est un niveau intéressant de prise de position, on a les volumes qui reviennent. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux rester tranquillement à côté. Surtout que, je vous le rappelle, mais en ce moment, on est dans une situation de marché en range. Donc, il faut vraiment être très sélectif et être vraiment sur la défensive vis-à-vis de son risque par trade et de manière générale vis-à-vis des marchés. Ensuite, alors, autre action, celle-ci, je vous l'avais présentée, donc c'était fin février. Et je vous avais dit, voilà, clairement, vous le voyez, il n'y a pas de liquidité sur cette action. On a une tentative de breakout avec des volumes qui sont un petit peu envolés ici. Cependant, voilà, quand on a ça, ce qu'il faut, c'est que les volumes ils commencent à s'étoffer et que bien, par la suite, ils restent constants sur des niveaux très très importants, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait du monde. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les volumes, ils sont à nouveau dégonflés et d'ailleurs les prix aussi. Donc, cette action-là, à nouveau, elle retente un breakout. Donc, à nouveau, on se retrouve dans la même situation attentiste, c'est-à-dire attentiste des volumes, vis-à-vis des volumes. Là, on veut que les cours évoluent au-dessus du pivot et on veut que les volumes, là, ils restent vraiment sur des niveaux assez importants, voire encore plus élevés. Faut qu'il y ait du volume, il faut qu'il y ait du monde, il faut que ça pousse, il faut vraiment qu'on fasse un contraste entre le manque de liquidité qu'il y a eu au cours des mois précédents et la zone de breakout où on a une arrivée massive de liquidité.
C'est la seule condition qui peut nous permettre de prendre position sur cette action qui en soi est vraiment une belle opportunité, une belle action. Vous voyez que là, on s'est éjecté d'une belle base, d'une large base. On est en mode recovery. On baisse, très très large base. Boum, on part à la hausse. Là, on a la première pattern en hebdo. Donc là, on tente de relancer le mouvement. Et si ce mouvement est lancé, là, ça peut partir vraiment très très haut, très très loin. Vous voyez un petit peu, c'est toujours les mêmes éléments, les mêmes garde-fous qui nous servent, qui nous permettent de nous orienter, de tracer notre chemin, notre route. Mais ils sont excessivement importants. Si on fait mine de les oublier, ces garde-fous, on se retrouve très rapidement à faire des pertes. Et voilà, l'idée dans un marché en range, c'est déjà, premièrement, c'est de ne pas perdre d'argent. Et dans un second temps, on va espérer en gagner un peu. Quand on est dans un beau marché haussier, c'est très simple de gagner de l'argent. Même si vous en perdez, les gains que vous allez faire, ils seront très très largement supérieurs en n'ayant pas forcément un bon plan de trade. Mais quand on entre dans un marché en range, il faut vraiment avoir un bon plan de trade pour limiter au maximum ses pertes et optimiser la taille des gains qui seront significativement moins importants que dans un marché haussier. Après, je vous le rappelle, en swing trading hebdomadaire, c'est une approche qui est beaucoup plus tout-terrain. On va réussir à dégager des plus-values en marché en range comme dans un marché haussier. Alors qu'en swing trading daily, on va davantage faire des plus-values qui seront beaucoup plus importantes qu'en swing trading hebdo, mais en marché haussier. Alors que pendant les marchés en range, le swing trading daily, on ne va pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent, seulement des trades de news. Donc voilà. Alors cette semaine, je vous ai publié sur le blog ici une nouvelle vidéo. Je conseille un gagnant du loto pour investir en bourse. Je vous ai mis le lien de cette vidéo. C'est une vidéo qui est assez longue, mais je vous donne énormément je vous donne deux stratégies, des conseils. Est-ce qu'il faut y aller all-in? C'est-à-dire quand on veut investir sur un portefeuille boursier moyen-long terme et qu'on a du cash, est-ce qu'on y va tout d'un coup? Est-ce qu'on y va par mensualité? Vous allez voir dans quel cas il est très intéressant d'y aller tout d'un coup et dans quel cas à court terme, il peut être intéressant d'y aller par mensualité. Donc tout ça est expliqué dans cette vidéo. Vous avez le lien en descriptif. Vous allez voir, j'ai fait plein de tests statistiques. Vraiment, c'est exactement le genre de choses que je souhaiterais avoir lu dans tous les livres d'éducation financière et dans tous les livres de bourse qui mettent vraiment en avant ces deux points-là avec ces deux stratégies-là. C'est quelque chose que vous ne trouverez absolument nulle part ailleurs que dans cette vidéo. J'avais fait un article aussi papier de cela. Voilà, j'étais obligé de le faire tout simplement parce que ça n'existait pas encore sur Internet et encore moins dans la presse, dans la presse écrite. Donc, allez voir cette vidéo, je conseille à un gagnant du loto pour investir en bourse, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous n'avez pas besoin d'avoir gagné au loto d'ailleurs pour appliquer tout ça. Simplement si vous avez, je ne sais pas moi, un livret A, un code EVI, de l'argent sur la trésorerie de votre entreprise, si vous avez obtenu un petit héritage, si vous avez un bien immobilier que vous avez revendu et que vous avez un peu de cash. Bref, si vous avez un peu de cash et que vous hésitez entre les mensualités et l'investissement tout d'un coup, vous allez tout de suite y voir clair. Après, bien sûr, si vous êtes en mode j'épargne 10% de mes revenus pour les investir en bourse, vous n'avez pas vraiment ce genre de questions à vous poser puisque vous êtes contraint de fonctionner par mensualité ou par annualité. Vous n'avez pas là une grosse somme à investir d'un coup, donc vous ne vous posez pas la question de si j'investis tout d'un coup, qu'il y a une crise économique, est-ce que je ne vais pas perdre trop? Est-ce que c'est le bon moment d'investir ou pas? Vous voyez, cette notion de timing, elle est importante uniquement quand on a une grosse somme à investir d'un coup. Mais quand on y va par mensualité ou par annualité, c'est entre guillemets des petites sommes. Donc du coup, on lisse davantage le risque. On est beaucoup moins perturbé par cette notion de timing. Donc de toute façon, je vous explique tout ça dans cette vidéo, ne la loupez pas, c'est vraiment une pépite que je vous délivre cette année et en plus c'est gratuit, donc allez-y, faites-vous plaisir, partagez-la et ça fera énormément plaisir à tout votre entourage qui investit en bourse.